La grande édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien en direct avec l'actualité du Moyen-Orient. Au programme ce soir. Calcul stratégique ou signal de faiblesse, pas d'intervention américaine en Iran, du moins pas pour l'instant. Tout indiquait hier soir pourtant une frappe imminente. Porte-avions redéployés, bombardiers en alerte, espace aérien fermé, et puis rien. Donald Trump recule, une marche arrière qui déboussole le Moyen-Orient, mais qui fait les affaires de Téhéran. Pourquoi ce revirement, apparemment de dernière minute? À Washington, on tente de se justifier en expliquant que les tueries ont cessé contre les manifestants. La dissuasion a-t-elle fait pchit? Nous verrons comment le régime des ayatollahs interprète cette volte-face. En Israël aussi, on commence à se poser des questions sur la stratégie américaine, d'autant que le constat de l'hésitation se vérifie également dans la bande de Gaza. Hier, Washington a donné son feu vert au lancement de la phase 2 du plan Trump. Traduction, la reconstruction du territoire peut commencer sans désarmement du Hamas et sans restitution du corps de Ran Gvili. Interrogation également sur le rôle que pourrait jouer l'autorité palestinienne. Pourquoi le Hamas se dit prêt aujourd'hui à lui confier des clés de Gaza? Enfin, d'incompréhension en France au sortir du verdict dans l'affaire David Guiraud. Porc, cochon, ce député insoumis avait insulté l'ancien élu Meyer Habib dans les couloirs du Palais Bourbon. Ce dernier avait dénoncé l'une des plus vieilles injures antisémites. Mais pour le tribunal correctionnel de Paris, rien à redire, aucune condamnation. Nous entendrons l'un des avocats tout à l'heure de Meyer Habib, maître Olivier Pardo. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On est donc passé en moins de 24 heures d'une atmosphère de fin du monde. Un apaisement surprenant. Déjouant tous les pronostics, Donald Trump a donc choisi de ne pas intervenir face à la répression de la contestation en Iran. Les forces déployées hier, tant aériennes que maritimes, ne laissaient pourtant guère de suspense. Alors comment expliquer ce revirement soudain et comment est-il perçu surtout à Téhéran? On fait le point d'abord avec Christopher Barolin. Voici le NOTAM officiel émis par l'Iran hier soir. NOTAM pour Notice to Air Missions, ou en français, avis aux missions aériennes. Le document annonce la fermeture de l'espace aérien iranien pour plusieurs heures. Immédiatement, les derniers avions civils quittent le ciel iranien, laissant penser une attaque américaine imminente. Mais il n'en est rien. Quelques heures plus tard, l'espace aérien iranien rouvre et les avions reviennent. Dans les rues de Téhéran, les manifestations semblent pourtant se poursuivre, selon ces images publiées sur les réseaux sociaux. Au petit matin tout à l'heure, la vie semble avoir repris son cours. Mais non loin de là, le régime orchestre des processions funéraires retransmises sur les chaînes de propagande du régime. Selon les autorités du régime islamique, plus de 100 membres des forces de sécurité auraient été tués. Selon les médias d'opposition, plus de 12 000 manifestants auraient été tués. Des manifestants qualifiés de terroristes par le chef de la diplomatie iranienne qui affirme être ouvert au dialogue. L'Iran a prouvé qu'il était prêt à négocier, à dialoguer. Nous l'avons démontré à maintes reprises au cours des 20 dernières années, en 2015, en 2025 et à chaque fois. Mais ce sont toujours les États-Unis qui ont fui la diplomatie, qui l'ont rejetée et opté pour la guerre. Mon message est clair. Entre la guerre et la diplomatie est préférable, même si nous n'avons aucune expérience positive en la matière avec les États-Unis. La diplomatie reste néanmoins bien meilleure que la guerre, mais c'est au président américain d'en décider. Un président américain qui semble aligner sa politique sur celle de Téhéran. Nous avons été informés par des sources très importantes. De l'autre côté, elles ont affirmé que les massacres ont cessé et qu'il n'y aura pas d'exécution. De nombreuses exécutions étaient prévues, elles n'auront pas lieu. Mais on a vu des sacs mortuaires. Pouvez-vous leur faire confiance ? Non, vous avez vu ça ces derniers jours. Ils ont dit que des gens leur tiraient dessus, qu'ils ripostaient. Vous savez, c'est ce genre de choses. Mais ils m'ont dit qu'il n'y aurait pas d'exécution. J'espère que c'est vrai. Cela signifie que toute action militaire est désormais exclue ? Nous allons suivre la situation de près. Mais j'ai reçu des informations très rassurantes de la part de personnes bien informées. Comme une confirmation du recul possible de Donald Trump, un responsable iranien déclare à Al Jazeera: Trump a informé l'Iran qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer et a aussi demandé à Téhéran de faire preuve de retenue. D'après l'agence de presse Reuters, les alertes de sécurité sur la base américaine d'Al Udeid au Qatar ont été abaissées. Le New York Times croit savoir que les troupes américaines évacuées ces derniers jours pourraient bientôt revenir sur leur base militaire.
Alors, manœuvre de diversion ou pas, en tout cas, Israël, on n'entend pas baisser la garde en Israël. Bonsoir Christopher Barolin. Christopher, certaines mesures de précaution vont rester encore en vigueur au moins un certain temps. Oui, notamment avec ces abris anti-bombes qui ont été ouverts hier et annoncés par les municipalités de Beersheva et d'Imona, c'est dans le sud d'Israël. Ils vont rester ouverts par précaution. Tout à l'heure, Tsahal a également publié un document des images des missiles qui sont prêts à intercepter les éventuels missiles iraniens. Les compagnies aériennes qui ont annoncé hier la suspension de leur vol de nuit vers Israël sont toujours en cours. C'est le cas des compagnies du groupe Lufthansa, on les voit s'afficher, c'est Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Aucun vol de nuit jusqu'à dimanche inclus, mais les vols de jour, eux, sont maintenus. L'objectif, c'est d'éviter finalement que le personnel navigant de ces compagnies ne passe la nuit ici en Israël, car on sait que le danger se produit la nuit. On s'en souvient lors de la guerre des 12 jours. Hier, des responsables israéliens affirmaient que les consignes de la défense passive changeraient immédiatement après une éventuelle attaque américaine. Ça reste le cas encore. Si une attaque américaine doit se produire la nuit prochaine ou la nuit d'après, les sirènes retentiront pour prévenir la population qu'on passe à un état d'alerte maximal. L'armée israélienne avait aussi demandé aux Israéliens de ne se fier aux annonces que de Tsahal et de ne pas propager de rumeurs. Ça reste encore le cas ce soir. Enfin, notez que le Royaume-Uni conseille toujours, depuis hier, aux ressortissants britanniques d'éviter d'aller en Israël, sauf raison dite impérieuse. On a vérifié sur le site du gouvernement britannique. L'avis a été encore renouvelé pour la journée d'aujourd'hui, à voir pour demain. Voilà, la prudence, effectivement, de mise pour l'instant. Merci beaucoup, Christopher Barolin. On a le plaisir ce soir d'accueillir et d'interroger le docteur et lieutenant-colonel de Tsahal, Anat Berko. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes experte en lutte contre le terrorisme et vous êtes également ancienne députée israélienne dans les rangs du Likoud. Alors, on est au Moyen-Orient, on sait que c'est la force qui compte avant tout. Comment, d'après vous, ces hésitations de Donald Trump, elles sont interprétées aujourd'hui par le régime des ayatollahs ? Bonsoir. Bonsoir David. Ce qu'on peut dire, c'est que hier, nous pensions que le président Trump était au seuil d'une offensive et à Téhéran, on essayait de faire changer Trump d'avis pour qu'il ne lance pas une attaque en Iran. Mais on voit à Washington une sorte de préparation avec Raza Pahlavi, le fils du Shah, que j'ai rencontré il y a 10 ans à Washington. Et Pahlavi dit clairement non au nucléaire et il est favorable à un accord de paix avec l'Occident et avec Israël. Et c'est ça qui fait peur aux ayatollahs. Il faut comprendre que le régime à Téhéran est un régime de Daesh chiite et c'est une menace pour l'ensemble de l'Occident, pas seulement pour l'État d'Israël. C'est un ennemi de l'ensemble du monde occidental. Et le président Trump, en éliminant, il y a 5 ans, Qassem Soleimani, le commandant des gardiens de la Révolution, en éliminant al-Baghdadi, en menant l'offensive en Iran après les opérations israéliennes, les opérations brillantes de l'armée israélienne, mais aussi de l'échelon politique, une opération qui avait été préparée pendant de nombreuses années. Et on a vu aussi la dernière opération, l'enlèvement de Maduro, où on voit qu'il prend le contrôle de l'arrière-cour des États-Unis pour lutter contre le narcoterrorisme. Mais c'est aussi un endroit où il y avait une branche logistique de Hezbollah et de l'Iran. Donc la lutte contre l'Iran est très claire. Et contrairement à d'autres dirigeants hésitants en Europe, le président Trump comprend sa responsabilité à l'égard du monde libre. Parce qu'il a été élevé dans les valeurs judéo-chrétiennes et pas les valeurs progressives. Donc vous dites que ce n'est pas fini, Donald Trump reste engagé face à l'Iran. On peut imaginer que ce soit une sorte de piège qui est tendu aux Iraniens, endormir un petit peu l'adversaire pour mieux repartir.
Ce que je pense est que le régime tombera. Ça n'est qu'une question de temps. Le régime précédent du Shah, jusqu'à ce que Khomeini prenne le pouvoir, il a fallu aussi 5 mois. Ça n'est pas très rapide. Le régime n'est plus capable de fournir les besoins fondamentaux de la population, la nourriture, l'eau. Le pays n'est plus géré. Ils sont occupés à faire passer des fonds à des organisations terroristes, à des milices chiites en Irak et au Liban. Et on voit bien ce qu'ils font. Ils font du trafic de drogue, ils menacent l'ensemble du monde occidental, pas seulement avec leur programme nucléaire, mais aussi avec leur programme de missiles balistiques qui sont capables d'atteindre l'ensemble du monde occidental. C'est une industrie très développée en Iran. Il est temps que l'Occident resserre les rangs et ne prenne pas en compte uniquement des considérations électorales. Il faut bien comprendre qu'il y a là un monstre khoméniste qui s'est développé et qui nous menace tous. Voilà, en tout cas, vous dites Israël maintient sa garde, sa vigilance, effectivement, et donc pas d'érosion a priori de la dissuasion. Donald Trump qui reste engagé face à l'Iran, à vérifier dans les jours et les semaines qui viennent. Merci beaucoup à vous, docteur Anat Berko, d'être venu sur notre plateau pour cette analyse. En Europe aussi, on surveille évidemment ces évolutions déroutantes. Eh bien, en France, le président Macron a convoqué en urgence ce jeudi matin un conseil de défense à l'Élysée. Bonsoir Anna Papiachvili à Paris dans nos studios. Anna, plusieurs ministres, des chefs militaires ont été conviés autour du chef de l'État. Et puis au menu, c'était l'Iran, mais pas seulement. Il y avait aussi le Groenland. Expliquez-nous. Bonsoir, oui, la réunion convoquée en urgence par le chef de l'État a duré près d'1h30 ce matin à l'Élysée, autour d'Emmanuel Macron, des ministres concernés et des chefs militaires, particulièrement donc par ces deux dossiers brûlants à l'Iran et puis le Groenland. À l'issue de ce conseil de défense, le chef de l'État s'est rendu sur la base aérienne d'Istres pour y présenter ses vœux aux armées. C'est là qu'il a détaillé ces deux sujets qui ont été abordés pendant ce Conseil de défense. Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe a une responsabilité particulière au Groenland, car ce territoire appartient à l'Union européenne. Une première équipe de militaires, a-t-il dit, est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Et puis parallèlement, concernant l'Iran, qui est secoué depuis le 28 décembre par un mouvement de contestation d'ampleur, eh bien, face à Donald Trump qui a affirmé mercredi que les tueries en Iran avaient pris fin après la répression des manifestants par les autorités, tout en entretenant le flou sur la perspective d'une intervention militaire américaine potentiellement déstabilisatrice pour la région, eh bien, la France a appelé de nouveau à la cessation des attaques odieuses contre les manifestants, mais Emmanuel Macron a également appelé à une désescalade dans la région. Il a insisté sur ce mot. La France a une volonté d'être une puissance de stabilité. Voilà ce qu'a assuré également Emmanuel Macron, notamment par sa présence au Moyen-Orient. Merci beaucoup Anna Papiachvili depuis nos studios parisiens ce soir. L'œil d'un expert justement des relations internationales. On a le plaisir d'accueillir ce soir Avi Pazner. Bonsoir et bonsoir, merci. David. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien conseiller à l'ambassade d'Israël à Washington DC. Alors les USA ont mobilisé, on l'a vu ces derniers jours, beaucoup de forces, que ce soit aériennes, maritimes. Est-ce que vous pensez que tout ça pour du bluff ou bien quelque part Donald Trump veut encore laisser une chance à la diplomatie, laquelle d'ailleurs? Oui, écoutez, avec Donald Trump, vous ne savez jamais, parce qu'il n'est pas prévisible. Il est courageux, il l'a démontré plusieurs fois, mais il n'est pas prévisible. Et vous savez qu'il y a énormément de pression sur lui, d'un côté et de l'autre. Des pressions pour agir et des pressions pour ne rien faire contre l'Iran. Par exemple, l'Arabie saoudite et le Qatar font des pressions énormes. Et ils sont importants. Ce sont des alliés de Trump. Ils font des pressions énormes. Il y a d'autres pressions venant de l'Iran, peut-être même d'Israël, pour Trump d'agir en ce moment. Donc, il est pris là entre des pressions et je pense qu'il essaye de gagner un peu de temps. Parce que de toute façon, David, les forces américaines navales ne sont pas encore arrivées ici. Il a envoyé un contingent important avec le porte-avions Lincoln, son escorte. Et le Roosevelt aussi, apparemment. Et le Roosevelt, absolument. Mais ils ne sont pas encore là. Donc, ça peut prendre quelques jours. Pour Israël, c'est très important, parce que mettons qu'il y a une attaque américaine
contre l'Iran et une riposte iranienne contre l'Iran. Notre défense, comme la dernière fois, elle est ensemble avec le CELCOM, le Central Command américain, absolument. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je viens de recevoir une information que Netanyahou aussi a demandé à Trump de retarder un peu l'opération. Ça vient de tomber. Dans une phase de temporisation. Temporisation, pour le moment, temporisation. Absolument. Nous sommes, pour le moment, dans un temps mort. Voilà, parce que vous mentionnez le Qatar, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pressions contraires, donc ce serait la concrétisation de toutes ces pressions contraires. Qu'est-ce qui dissuaderait, d'après vous, Donald Trump d'intervenir en Iran? Est-ce que c'est justement le facteur régional, économique, ou bien aussi la politique interne? On sait que son vice-président n'est pas très motivé aussi. Les deux, David. Vous savez que quand l'Arabie saoudite et le Qatar ont demandé à Trump de ne pas intervenir en Iran, ils lui ont dit qu'ils avaient des informations que l'Iran allait bombarder leur installation pétrolière. Pas seulement contre Israël, allait bombarder en Arabie saoudite et Qatar et créer une crise économique pétrolière mondiale comme nous avons connu dans les années 70 du siècle dernier. Et ça, c'est important pour Trump. Pour lui, l'économie, c'est extrêmement important. Voilà. Et on sait qu'il y a le Groenland en même temps, en parallèle. Peut-être que c'est ça qui les préoccupe le plus, le Groenland, vous diriez? Je crois que Trump, il a une chose en tête maintenant, mettre ses mains sur le Groenland. Et c'est très sérieux, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Vous savez que hier, le ministre des Affaires étrangères du Danemark était à Washington. Et après un quart d'heure de discussion, il s'est levé de la table, ils sont sortis. Parce que Trump, il ne veut pas négocier. Il veut acheter le Groenland. Même quand le Danemark lui dit « c'est pas à vendre », il dit « ça ne m'intéresse pas, j'achète ». Et qu'est-ce qui se passe, David, si on ne lui laisse pas acheter? C'est la guerre. Il peut le prendre par force. C'est même pas la guerre. Écoute, David, c'est même pas la guerre. Qu'est-ce qu'il y a en Groenland? Il n'y a rien. Il y a 50 000 personnes. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'armée. C'est de venir, d'entrer, de prendre le Groenland. Et c'est très important pour Trump, stratégiquement et économiquement. Et c'est ça sa préoccupation aujourd'hui. Un dernier mot, Aviv Pazner, parce que les Iraniens, est-ce qu'ils ont raison lorsqu'ils disent que nous sommes dans une guerre globale, économique, politique, culturelle, militaire? Est-ce que c'est une guerre de civilisation qui est en préparation avec cette accumulation de forces dans la région? Non, c'est une guerre contre l'Iran, contre ce régime meurtrier, terroriste, iranien, qui terrorise la planète depuis 45 ans maintenant et qui doit un jour ou l'autre, et j'espère que ça sera le plus tôt possible, disparaître, parce que toute la stabilité du Moyen-Orient est là, une retombée de l'Iran qui, pour l'instant, est le domaine le plus négatif de tout le Moyen-Orient. C'est vrai que ça changerait beaucoup de choses, effectivement, l'effondrement du régime iranien. À suivre de près. Merci beaucoup. Merci à vous, David. Merci à vous. Venu sur notre plateau. Autre point de vue tranché, écoutons ce que pense de tout cela Christian Ballard, l'édito tout de suite. Alors comprendre ce qui se passe ces jours-ci dans l'esprit de Donald Trump, pas évident, et encore moins lorsqu'on assiste à des volte-face, à des séries de déclarations à première vue contradictoires par moments. Bonsoir Christian Ballard, notre consultant diplomatique à Paris. Christian, tout cela vous intrigue, on est passé de la pré-déclaration de guerre à la démarche d'apaisement, quelque part du chaos à l'accalmie. Donald Trump, qui dit vouloir porter un coup décisif au régime iranien, tergiverse. Serait-il devenu ce que j'appelle le roi du brinque-ballage? Comment peut-il affirmer qu'il n'y aura plus de massacres et d'exécutions? Une fois de plus, c'est méconnaître le régime iranien. Alors, question, Donald Trump peut-il faire en Iran le coup qu'il a fait au Venezuela? Est-ce que la manœuvre utilisée peut réellement fonctionner en Iran? Donald Trump a réitéré jusqu'alors son soutien aux manifestants avec le spectre d'une opération militaire. Certes, la situation entre les deux pays est différente, mais il y a un point commun. Donald Trump veut imposer sa volonté tout en défiant les lois internationales. L'issue finale au Venezuela a démontré que Donald Trump coopère avec les restes du régime Maduro, ce qui pourrait peut-être lui donner des idées sur l'Iran. Dans le contexte iranien, Donald Trump veut montrer sa volonté d'agir de façon décisive contre des criminels au pouvoir. Les pays arabes de la région, Arabie Saoudite et surtout Qatar, suppôt de l'Iran, sont nerveux face à toute intervention militaire américaine. Et puis il faut préciser qu'en public,
Ali Khamenei défie les États-Unis, mais en privé, il utilise avec eux les canaux diplomatiques. La manœuvre du régime est étroite et les spéculations sur un accord diplomatique vont bon train. Le collectif directorial iranien pourrait très bien marginaliser Ali Khamenei et traiter avec les réformateurs qui sont à l'affût. Merci beaucoup Christian Mallard pour cet édito depuis nos studios parisiens. Allez, il est temps d'aller prendre la température également du côté de Washington avec Antoine Hollard, notre correspondant qui est en direct avec nous. Bonjour Antoine, ça se confirme heure après heure. Antoine, la perspective de frappes américaines en Iran est en train de s'éloigner. Oui, et pour plusieurs raisons. D'abord à cause des pressions extérieures ou des conseils extérieurs, notamment ceux des pays arabes qui ont demandé à Donald Trump de ne pas intervenir pour ne pas déstabiliser toute la région. Il y a aussi des dissensions au sein même de l'administration. On sait que tout le monde n'est pas d'accord sur l'opportunité de mener des frappes. C'est le cas de J.D. Vance en particulier, le vice-président qui est fermement opposé. Il l'a dit à Donald Trump, il lui a rappelé qu'il n'avait pas été élu pour être le gendarme du monde, mais pour s'occuper d'abord des problèmes des Américains. Et puis, il y a l'aspect militaire également. Donald Trump n'a pas été totalement satisfait par les options qui ont été présentées par le Pentagone. Trump voulait que ses équipes lui préparent un plan d'attaque rapide qui permette de porter un coup fatal au régime. Le problème, c'est que ces équipes lui expliquaient que ça n'était pas aussi simple que cela, que des frappes à ce stade ne suffiraient pas à faire partir les mollahs. Et du coup, Donald Trump préfère temporiser tout en gardant ses options ouvertes, puisqu'on le sait, un porte-avions est en chemin. Il était stationné en mer de Chine, il est en route vers le Moyen-Orient. Il devrait arriver sur place d'ici une petite semaine. Donald Trump qui, pour s'en sortir et pour ne pas perdre la face, pour ne pas donner l'impression qu'il se dégonfle, a aussi changé de discours. Il explique que le régime des mollahs n'a pas franchi de ligne rouge, que les exécutions n'auront pas lieu et tout cela lui permet de trouver une sorte d'excuse pour expliquer pourquoi il n'intervient pas, en tout cas pas tout de suite. On va suivre cette tergiversation donc de Donald Trump à Washington. Merci beaucoup Antoine Hollard en direct de la Maison Blanche ce soir donc à Washington. On en vient à l'autre test pour la cohésion, on le disait, entre Israël et les États-Unis. L'avenir de Gaza, la phase 2 du plan Trump, on le sait, est officiellement lancée. On va retrouver notre envoyé spécial qui est en direct du sud d'Israël ce soir. Bonsoir Jonathan Serrero. Vous nous parlez, Jonathan, de cette annonce du Hamas, en tout cas volonté apparemment de laisser le pouvoir aux technocrates palestiniens. À quoi ça va ressembler ? Oui, une annonce qui a été rendue officielle par le Hamas aujourd'hui, en fin de matinée. L'organisation terroriste palestinienne qui s'est donc décidée à transférer le pouvoir de la bande de Gaza vers ce gouvernement de technocrates palestiniens. Il faut souligner que le Hamas s'était engagé à transférer ce pouvoir dans les accords qui ont été signés du côté de Sharm el-Sheikh. C'était au mois d'octobre dernier. Une annonce qui intervient au moment même où ce gouvernement de technocrates palestiniens s'est réuni aujourd'hui du côté du Caire autour de son président Ali Shahat. Ils ont rencontré le futur président du Conseil de la paix, en l'occurrence Nikolai Mladenov, l'ancien coordinateur des Nations Unies du côté de la bande de Gaza. Le gouvernement de technocrates palestiniens qui s'est donc réuni aujourd'hui et le Hamas qui se satisfait de la création de ce gouvernement de technocrates palestiniens. Il a indiqué que c'était un pas important, mais ce gouvernement de technocrates palestiniens inquiète au plus haut point les Israéliens, car selon les services de renseignement de l'État hébreu, se cacherait derrière, en coulisses, la main du Hamas, puisque les fonctionnaires qui seraient affiliés au futur ministère de ce gouvernement de technocrates seraient liés donc à l'organisation terroriste palestinienne. Cette information a été transmise par la présidente adjointe des services de renseignement de Tsahal au ministre du gouvernement Netanyahou, ce qui a eu le don de provoquer la colère de certains ministres israéliens qui reprochent notamment au Hamas de ne pas avoir rendu la dépouille de l'otage Ran Gvili et de continuer ses actions contre les soldats israéliens. Aujourd'hui, toute dernière information, David, on vient juste de l'apprendre, l'élimination par Tsahal d'un haut responsable du Hamas, un membre du groupe Azedim El-Qassam, la branche armée de l'organisation terroriste palestinienne. Toujours de l'activité contre le Hamas. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, notre envoyé spécial en direct ce soir. Le long de la bordure entre Israël et la bande de Gaza. Et l'après-guerre à Gaza ne ressemble pour l'instant pas vraiment à celui promis par Donald Trump. Ce sera le parti pris de notre analyste ce soir.
Un Hamas toujours pas désarmé, une reconstruction de Gaza apparemment sur les rails. Quelque chose ne va pas entre Washington et Jérusalem. Bonsoir Maurice Ifergan. Bonsoir David. Notre analyste. Et quelque chose vous fait dire qu'à Gaza, comme avec l'Iran, c'est le Qatar peut-être qui fait la pluie et le beau temps à la Maison-Blanche ? Absolument, parce que si les informations sur un renoncement des États-Unis à frapper l'Iran s'avèrent exactes, et s'il ne s'agit pas d'une simple diversion, alors la stratégie américaine se fait jour. Trump a décidé de rendre sa majesté à l'Amérique, Make America Great Again, en préservant ses ennemis. Et à Téhéran, comme à Gaza, le scénario est le même. Alors à Téhéran, on affirme que finalement le Qatar est parvenu à convaincre Witkoff, l'émissaire américain du président, que la paix est nécessaire et que le prix d'une intervention serait beaucoup trop lourd. Witkoff lui-même s'est retourné vers Trump et a convaincu Trump qu'il valait mieux utiliser la diplomatie plutôt que la force. Alors à Gaza, c'est exactement le même scénario. Au début, Trump avait promis l'enfer dans la bande de Gaza si le Hamas existait toujours et continuait ses méfaits. Or, il s'avère que l'enfer, c'est pas les autres, c'est Israël. Et donc, de point de vue de Witkoff, qui a été convaincu par le Qatar, il vaut mieux négocier avec le Hamas plutôt que d'affronter le Hamas et de parvenir à l'éradication de l'organisation terroriste dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Trump a été convaincu par Witkoff, qui a été convaincu par le Qatar. Résultat, on se retrouve avec un gouvernement de transition dans la bande de Gaza, un gouvernement qu'on appelle de technocrates, avec à sa tête le docteur Ali Chass. Le docteur Ali Chass n'est en fait, un des représentants de Yasser Arafat. Il était vice-ministre dans le gouvernement de Yasser Arafat et dernièrement, il a déclaré, à peine il y a quelques semaines, que finalement, la guerre dans la bande de Gaza est de la responsabilité d'Israël et pas du Hamas. Le Hamas n'y est pour rien. Finalement, on aura 15 membres du gouvernement du Hamas qui n'ont qu'une envie, c'est de préserver le statut de cette organisation. En tout cas, les déclarations sont là, les moyens n'existent pas. Pas de force de stabilisation et pas de budget pour assurer le fonctionnement de ce gouvernement provisoire. Bienvenue au Hamas dans la bande de Gaza. C'est pas très rassurant pour la suite à Gaza. Merci beaucoup Maurice Ifergan. Alors Iran et Gaza, ça c'est fait. La suite maintenant, le Liban et le Hezbollah. On avait cité hier soir le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Radji, qui avait osé affirmer qu'Israël était en droit de poursuivre ses frappes contre le Hezbollah tant que cette milice n'était pas désarmée. Eh bien, c'était un véritable tollé qui a été déclenché à Beyrouth suite à ces déclarations. Certains proches du Hezbollah l'ont accusé d'être le porte-parole de l'ennemi. On va en parler ce soir avec le docteur Maïma Alouf Mono. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes docteur-chercheur associé à l'IREMO à Paris. Alors, concernant d'abord cette phrase du ministre libanais, on a le sentiment que peut-être lentement mais sûrement les Libanais, y compris certains responsables, comprennent qu'une bonne partie des problèmes de leur pays est imputable au Hezbollah. Est-ce qu'on peut imaginer un accroissement des divisions au sein de l'opinion libanaise à mesure que les tensions s'amplifient d'ailleurs avec Israël ? Oui, bonsoir, merci pour votre invitation. Les choses sont un petit peu plus compliquées que ça en fait. Lorsque ce ministre libanais, Youssef Radji, déclare ce que vous venez de dire, en fait, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, ce ministre est très proche des forces libanaises et le parti des forces libanaises, qui était une milice chrétienne à l'époque de la guerre, ce parti est proche, a toujours eu une vision proche des visions israéliennes. Mais il faut aussi placer sa phrase dans le contexte actuel. L'ambiance générale dans ce pays aujourd'hui est au désarmement du Hezbollah. Il y avait une intervention très longue du président de la République libanaise il y a quelques jours qui montrait avec fermeté, et c'est quelque chose de vraiment très nouveau et même inédit, une très grande fermeté quant au désarmement du Hezbollah et l'État de dire que le monopole de la force désormais doit revenir à l'État. Donc c'est l'ambiance générale dans ce pays et je pense qu'on a atteint aussi un point de non-retour à ce niveau-là. Maintenant, la
la phrase du ministre Raji. Il a dit d'ailleurs, oui, malheureusement, Israël a encore le droit d'intervenir. Je pense c'est pas une invitation à une guerre ouverte, bien évidemment, mais c'est une façon de dire que si le Hezbollah ne veut pas rendre ses armes, il y aura d'autres moyens. Et c'est dit comme ça d'une manière crue. Voilà, donc il y a une sorte de consensus quand même, vous dites, au sujet du désarmement du Hezbollah. Un petit mot rapide pour faire le lien avec l'actualité brûlante du moment. Est-ce que pour vous, l'avenir du Hezbollah, et de son influence d'ailleurs au Liban, ça va dépendre directement de ce qui va se passer avec l'Iran, son parrain? Alors, ça va dépendre directement et indirectement. C'est un parti qui est influencé par l'Iran. C'est un pion, évidemment. Ça, c'est un secret pour personne. Alors maintenant, ça va dépendre de ce qui va se passer avec l'Iran, bien évidemment, tout en sachant qu'il est énormément affaibli, notamment sur le plan militaire, mais aussi un petit peu sur le plan politique. Mais je ne vais pas m'attarder sur la politique interne. C'est pas le sujet. Maintenant, tout dépend ce qu'on va faire avec cette intervention. C'est pas encore fait. Vous savez, ça fait 1 an et demi qu'on parle d'une guerre générale avec l'Iran. Depuis août 2024, on me pose la question dans les médias et dans les journaux, et j'ai dit que ça va pas être aussi simple que ça. Vous voyez, on est en 2026 et la guerre contre l'Iran n'a pas eu lieu. Donc tout dépend les conséquences de cette guerre. Est-ce qu'il s'agit ça va aboutir à un changement de régime total? Est-ce qu'on va décapiter juste le leadership, et puis la République islamique va continuer. Donc tout dépend en fait ce qui va se passer après cette intervention, si jamais elle a lieu. Voilà, on n'en est pas là, effectivement. En 2 mots vraiment pour conclure, est-ce que vous pensez qu'en cas de guerre, encore une fois, Iran-États-Unis, le Hezbollah sera sollicité immédiatement par les Iraniens pour réactiver le front face à Israël? En 2 mots. Alors, le Hezbollah, oui, c'est une possibilité, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il peut faire encore? Voyez. Donc, est-ce qu'il peut déjà être sollicité pour quoi faire? Déjà qu'aujourd'hui, on vient le président de la République et l'administration libanaise vient de montrer, et l'armée libanaise vient de dire que le sud du Litani a été nettoyé, normalement, d'après ce qu'ils disent, de l'armement de Hezbollah, de sud du Litani, c'est-à-dire la frontière avec Israël, et que maintenant, il va falloir s'occuper de ce qui se passe au nord. Donc oui, la question c'est de savoir en fait ce qu'il va encore pouvoir faire, étant donné que le sud de Litanie est nettoyé et lui-même il est affaibli militairement. Donc effectivement important, l'affaiblissement du Hezbollah qui complique les choses peut-être, en tout cas pour l'instant, pour la milice. Merci beaucoup à vous, docteur Maïma Alouf Mono, d'avoir répondu en direct à nos 3 questions. Actualité interne en Israël maintenant, mais en lien, vous allez le voir, avec l'ensemble de ces défis extérieurs. C'est la loi sur l'enrôlement des jeunes orthodoxes dans les rangs de l'armée qui est toujours en discussion. Un compromis a d'ailleurs été trouvé aujourd'hui au sein de la coalition. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est un rassemblement symbolique qui avait lieu dans la capitale, direction Jérusalem, avec Daniel Haïk. Bonsoir Daniel. Alors Daniel, ce sont des réservistes de Tsahal qui avaient un message ce soir. Le service militaire doit concerner tout le monde. Eh bien, cette manifestation est avant tout, et se veut être avant tout, un rassemblement unitaire, un rassemblement organisé à l'initiative de parents qui ont perdu leurs êtres les plus chers, des soldats, des enfants, des maris, des frères au combat pendant les 2 dernières années de guerre, et également à l'initiative de dizaines, voire même de centaines de soldats réservistes qui ont servi pendant des centaines de jours dans la bande de Gaza ou au sud Liban. Ensemble, ils veulent faire passer un message en direction en particulier du monde orthodoxe, mais également en direction de la classe politique israélienne. Ils estiment que la loi Bismuth est insuffisante. Elle ne permet pas de résoudre le problème. Elle va résoudre peut-être un problème politique, mais elle ne peut pas résoudre un problème de valeur. Et le problème de valeur, c'est de dire, dans une société, il faut qu'il y ait un partage équitable du fardeau sécuritaire, surtout lorsque le fardeau sécuritaire est aussi lourd que celui apporté par la défense, par l'État d'Israël. Et donc, ils voudraient que le monde orthodoxe, que les élèves des yeshivot viennent participer à ce fardeau sécuritaire. C'est le sens de l'appel qui a été lancé aujourd'hui à la tribune de ce rassemblement, avec beaucoup d'émotion, il faut l'avouer. Pas beaucoup de slogans, on va dire, intempestifs comme on en a l'habitude d'entendre dans ce genre de manifestation. Il faut souligner que, on va dire, l'essentiel des participants étaient des membres de la mouvance sioniste religieuse qui ont appelé d'une certaine manière l'ensemble des composantes de la société israélienne à se réunir, à se rapprocher, à essayer de colmater les brèches et de réunir une société israélienne autour d'un dossier qui doit être consensuel, à savoir la défense de l'État d'Israël. C'était ce soir à Jérusalem, ce rassemblement de solidarité et d'unité.
Voilà, du monde en tout cas, sous le pont des Cordes à l'entrée ouest de Jérusalem. Merci beaucoup, Daniel Haïk. L'actualité toujours plus vite. Petit tour rapide avec l'info chrono, c'est tout de suite. La petite frayeur ce matin dans le sud d'Israël, la terre y a tremblé, on va le voir, image magnitude modérée, 4,2 dans la région de la mer Morte. L'épicentre a été identifié près de Dimona et une secousse ressentie notamment à En-Gedi, Masada, Arad ou encore les hôtels d'En Bokek. Cette zone à cheval entre Israël et la Jordanie qui est située sur la faille du Jourdain et elle connaît régulièrement une activité sismique. Pas encore de date pour les prochaines élections en Israël. En revanche, beaucoup d'études pour préparer le terrain, comme celle du Jewish People Policy Institute. Elle concerne l'état de la démocratie et la confiance envers les institutions. Elle nous apprend que 65% des Israéliens estiment que les élections seront libres et équitables. En revanche, 31% ne partagent pas cet optimisme, un scepticisme que l'on retrouve essentiellement chez les électeurs de la gauche ainsi qu'au sein de la minorité arabe. On note également que 38% des répondants redoutent que les résultats des prochaines élections ne soient pas acceptés par le public. Et puis un chiffre, 213 jeunes immigrants juifs sont arrivés cette semaine en Israël en un seul groupe, en provenance du monde entier. La plupart sont célibataires et espèrent bâtir leur avenir en Israël. On dénombre parmi eux 85 Français. Certains racontent avoir fui la montée de la haine antisémite et avoir même subi eux-mêmes des agressions. Première étape, bien sûr, l'intégration via l'Ulpan, le stage d'hébreu intensif. Le dossier de la semaine, jour 5, est donc épilogue de notre série destinée à mieux cerner la relation Israël-Afrique. Et une question ce soir, Israël peut-il remporter la bataille des perceptions en Afrique? Partenaire technologique majeur, acteur sécuritaire discret, mais aussi État lointain, prisonnier malgré lui de l'image renvoyée par le conflit du Proche-Orient. Et si le vrai combat aujourd'hui n'était plus diplomatique, mais plutôt cognitif, celui de l'image, du récit, des résultats, un pari sur le monde de demain. Voyons sur quoi il pourrait se jouer avec Shani Guidalia. Longtemps, la relation Israël-Afrique s'est jouée dans les coulisses. Coopération agricole, cybersécurité, renseignement, formation militaire. Mais à l'ère des réseaux sociaux, de l'instantané et de l'émotion, la perception compte autant que la puissance. Pour une partie des opinions africaines, Israël reste d'abord associé au conflit israélo-palestinien. Un prisme émotionnel, souvent simplifié, parfois instrumentalisé. A l'inverse, dans les cercles économiques et sécuritaires, l'image est tout autre. Celle d'une start-up nation capable d'apporter des solutions concrètes à des défis africains très réels. Eau, énergie, agriculture, villes intelligentes, lutte antiterroriste. Entre ces deux images, un fossé. Les médias africains jouent ici un rôle clé. Selon qu'ils relaient une lecture géopolitique globale ou des coopérations locales, Israël apparaît soit comme un acteur lointain, soit comme un partenaire utile. Les diasporas, elles, servent de passerelle narrative. Étudiants, ingénieurs, entrepreneurs, militaires formés en Israël deviennent des relais d'influence. Mais le vrai juge sera la jeunesse africaine, une génération moins idéologique, moins alignée sur les vieux réflexes de la guerre froide et surtout très pragmatique. Ce qui compte, ce sont les résultats visibles au quotidien, l'emploi, l'innovation, la sécurité. Pour les prochaines années, deux scénarios se dessinent. Soit Israël réussit à transformer sa présence technique en capital de sympathie durable, soit l'émotion géopolitique reprend le dessus et avec elle, le risque d'un désalignement diplomatique grandissant. En Afrique, l'avenir d'Israël se jouera moins sur les discours que sur sa capacité à prouver sur le terrain qu'il est un partenaire qui change concrètement la vie. Alors, sur quoi va se jouer la qualité et la pérennité des liens entre Israël et l'Afrique? Avec nous ce soir pour en parler, le docteur Asher Lobotsky. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur principal à l'Institut des relations Israël-Afrique. Est-ce que l'image d'Israël en Afrique aujourd'hui, elle est dominée d'abord par la technologie ou bien plutôt par le narratif autour du conflit israélo-palestinien? La question de la technologie est très présente dans le cadre de l'image qu'ont les Africains d'Israël, mais dans certaines parties du continent, on a conscience, on a aussi un conflit entre le christianisme et l'islam radical. Et donc, dans ces régions d'Afrique, Israël a l'image d'un pays qui combat l'islam radical, comme eux, pense-t-il. Donc, il y a une identification avec Israël, et c'est particulièrement vrai au Kenya, au Nigeria, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale.
il considère qu'Israël est un allié contre l'islam radical. Donc vous dites qu'il y a un aspect religieux qui va dans le sens du soutien à Israël, mais justement les jeunes générations africaines, est-ce qu'elles ont une grille de lecture idéologique de cette relation avec Israël? D'ailleurs, en quoi leur perception va différer de celle de la jeunesse européenne, par exemple, vis-à-vis de ce conflit palestinien? Je pense que oui. Il y a eu beaucoup de gens qui sont plus exposés au discours idéologique, plus critiques à l'égard d'Israël et de l'Occident. Il y a pas mal d'Africains qui soutiennent cette idéologie, mais il y a aussi de nombreux jeunes Africains qui voient Israël comme un modèle de réussite, comme un modèle qui peut leur fournir de nombreuses solutions technologiques. Et eux, qui sont les jeunes, savent les besoins dans ce domaine de la technologie. Il y a aussi des gens qui voient Israël comme un pays qui fait face à des problèmes similaires aux leurs. Et donc, ils sont moins idéologiques comme on le voit dans les campus universitaires en Occident. On le voit moins en Afrique. Ça existe, mais c'est moins fréquent. Il y a beaucoup d'amour pour Israël, notamment dans les pays chrétiens. Ouais, et puis il y a aussi l'urgence du développement économique. En quelques mots sur ça, parce qu'il y a une forme de pragmatisme économique qui se développe en Afrique. Ça peut peut-être justement neutraliser ces pressions politiques pro-palestiniennes, et donc le Proche-Orient, ça devient secondaire. C'est d'abord l'économie. Oui, effectivement. Cela est beaucoup moins présent. Alors, il y a peut-être des récits historiques qui sont moins encouragés en Afrique qu'en Europe occidentale. Il y a moins de présence, peut-être, de pression du Qatar et de la Russie qui se focalisent sur la jeunesse en Occident. Encore une fois, cela existe, mais dans une moindre proportion. Et il y a aussi ce pragmatisme dont vous parlez, qui veut que les Africains ne veulent pas appartenir à un camp. Ils veulent être des alliés, des gens qui vont être bénéfiques. Il y a des sociétés en Afrique qui sont très impressionnées par les succès d'Israël. Ils pensent qu'ils peuvent imiter Israël et donc cela donne une image positive d'Israël. Certains se souviennent aussi de l'aide apportée par Israël à l'Afrique dans les années 60 et dans les années 2000, à l'époque où les relations étaient très étroites entre Israël et certains pays d'Afrique. Et ce sont des choses qui sont connues en Afrique. Voilà, donc c'est ce qu'on retiendra de cette semaine quelque part, le modèle de développement israélien, source d'inspiration, pourquoi pas, pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup à vous, docteur Achiel Lubotsky, d'avoir répondu en direct à nos questions pour le dossier de la semaine. Allez, changement de continent, l'Europe maintenant et l'actualité judiciaire en France. La stupeur ce jeudi au tribunal correctionnel de Paris, 17e chambre. Les juges ont refusé de condamner le député insoumis David Guiraud. Souvenez-vous de cette altercation dans les couloirs de l'Assemblée nationale en mai 2024. L'élu de gauche avait traité Meyer Habib, alors député des Français de l'étranger, de porc, de cochon. Meyer Habib qui avait alors dénoncé une insulte antisémite. Il annonce avoir saisi ses avocats pour faire appel de cette décision dont il se dit effaré et consterné. Il sera d'ailleurs sur le plateau de Ça se débat avec Raphaël Hassine, donc juste après la grande édition. Nous sommes en ligne avec l'un des avocats justement de Meyer Habib, Maître Olivier Pardo. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes avocat et ancien magistrat. Ma réaction à chaud d'abord au sortir de ce verdict. Vous êtes surpris, vous partagez cette consternation de votre client? Je suis consterné, pourquoi? Parce que quand je lis la décision que j'ai devant les yeux, que je vous montre, c'est le document de travail, je me dis qu'avec des décisions de ce type, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas prête d'être efficiente en France. Enfin, voilà ce que nous dit le jugement. Il nous dit qu'il n'y a pas de connotation évidente entre traiter M. Meyer Habib de cochon ou de porc et le caractère antisémite. Or, chacun sait que traiter de cochon un juif, c'est la plus vieille insulte antisémite de l'histoire. Ça, c'est le premier point. Il suffirait que les juges regardent
ce qui s'est passé très récemment, où le petit enfant pris à partie dans l'aéroport par un antisémite notoire l'a obligé de dire qu'il était un cochon. Il suffit de voir le déferlement antisémite contre Meir Habib qui reprend tous ces éléments et toute cette insulte. Et en plus, il est dit dans le jugement que, en réalité, M. Meir Habib n'avait pas été attaqué comme juif, mais comme génocidaire, entendez sioniste. Ouais, et donc fou. là encore, on est en recul par rapport à des évolutions et que on ne comprend pas, le tribunal ne comprend pas que l'antisionisme, ce sont les habits neufs de l'antisémitisme. C'est une évidence. Et Alors, avec des jugements comme cela, on peut craindre qu'on passe des mots aux faits. alors justement, en quelques mots, vous allez faire appel, on comprend, vous avez bon espoir, même si la justice française, on a l'impression qu'elle ne prend pas au sérieux cette grave dérive de la haine anti-juive ces derniers temps. Elle n'a pas pris la mesure, vous pensez, parce que là, on risque un précédent aussi. Alors, on risque un précédent et je m'interroge, par exemple, des plaintes ont été déposées pour intelligence avec l'ennemi de certains députés de LFI qui se trouvaient le 5 ou le 6 octobre avec le Hamas. Et là, rien n'avance. Alors, moi, je veux bien toutes les déclarations en disant plus jamais ça, on va lutter contre l'antisémitisme. Mais s'il n'y a pas de mesures prises par la justice extrêmement fortes, à ce moment-là, c'est une autorisation. Aujourd'hui, qui se réjouit de cette décision? Tous les antisémites du pays. Qui sont ceux qui sont malheureux de cette décision? Tous ceux qui sont victimes. Et au premier chef, Meir Habib, qui fait un travail remarquable, qui prend tous les risques et qui est insulté à longueur de journée. Voilà, donc en tout cas, vous dites un très mauvais signal. On entendra justement Meir Habib tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, dans Ça se débat avec Raphaël Hassine. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour ce témoignage à chaud. Maître Olivier Pardo. Merci, David. Dans la grande à très édition. vite. À très vite et bon courage. Et pour faire le lien entre la France et Israël, séquence reportage à présent. C'était l'événement cette semaine. Un ancien Premier ministre français en visite en Israël, Manuel Valls, ami d'Israël, engagé en faveur de la communauté juive de France. Voyage organisé par Elnet, au cours duquel il a pu rencontrer les responsables politiques israéliens. Il s'est rendu notamment dans le Nord, en Galilée. Petit résumé de cette semaine, riche en temps fort. C'est avec Léa Anthony. Il est l'un des responsables politiques français les plus constants dans sa défense assumée de l'État d'Israël et dans son soutien à la communauté juive de France. Manuel Valls est en visite cette semaine dans le pays, un déplacement à la fois politique et stratégique avant d'être honoré à Tel Aviv par l'organisation Elnet. Elnet, l'European Leadership Network, réunit chaque année plusieurs milliers de décideurs européens avec une ambition claire, faire comprendre la réalité israélienne par le terrain et le dialogue et renforcer la relation entre l'Europe et Israël. Pour l'ancien Premier ministre, ces déplacements sont essentiels pour rester connecté à la réalité israélienne. Je viens régulièrement en Israël, d'abord comme ami de ce pays, et puis aussi parce que ce qui se passe en Israël est important pour le monde, l'Europe et la France, peut-être encore davantage cette semaine avec ce qui se passe en Iran. C'est une manière pour moi de poursuivre cette belle relation que j'ai avec ce pays. Manuel Valls s'est rendu dans le nord du pays, à la frontière libanaise, mais aussi à proximité de Gaza, pour mesurer les conséquences humaines et sécuritaires du conflit. Il est évident que avec l'armée israélienne, avec Tsahal, voir la réalité dans une des parties les plus touchées de Gaza, c'est forcément impactant. À la fois destruction, rendue nécessaire par la présence des groupes du Hamas et tout ce qui reste à faire. Évidemment, c'est colossal en termes de reconstruction. Au cœur des discussions, l'avenir de Gaza et les perspectives politiques, diplomatiques à venir. Le plan de Trump, mais qui concerne aussi la coalition internationale, qui concerne les Nations Unies, qui ont donné leur accord, il faut mettre en œuvre désormais ce plan. Il y a une première phase avec le retour des otages. Il reste encore un otage. Le cessez-le-feu, qu'il faut faire évidemment respecter, mais que toutes les phases, notamment avec le désarmement du Hamas, la reconstruction, l'aide humanitaire et puis la reconstruction de Gaza, qu'il faut mettre progressivement en œuvre, parce que ça va être long, difficile, complexe, mais qu'il faut mettre en œuvre ce plan. Et c'est ça, moi, qui me frappe. Ce soir-là, à Tel Aviv, Manuel Valls s'est mis à l'honneur par Elnet.
Un événement en nombre limité pour saluer un engagement politique jugé rare en Europe. Manuel Valls, ça a été d'abord quelqu'un qui était là depuis toujours. Dans les différents postes qu'il a occupés, il a toujours été très proche d'Israël. Donc c'est quelqu'un qui a une proximité particulière pour nous. C'est aussi un grand dirigeant français, européen. Donc oui, c'est quelque chose d'important parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui a une aura en Europe encore, qui était ministre jusqu'à pas très longtemps et qui peut être aussi un maillon dans la relation entre Israël et la France. Dans un contexte marqué par la montée de l'islamisme politique et un antisémitisme de plus en plus décomplexé, la mission d'Elnet apparaît plus urgente que jamais. On a parfois l'impression qu'il y a un espèce d'aveuglement et d'ignorance de la situation en Israël et que l'Europe ne comprend pas forcément les réels défis et les enjeux de cette région. La situation elle est compliquée, on ne peut pas la résumer à quelques slogans politiques. De la hauteur et du dialogue, c'est également une des convictions de Manuel Valls. C'est par la compréhension des acteurs sur le terrain que l'on comprend ce qu'il se passe ici. Pour lui, ce qui se joue aujourd'hui en Israël résonne directement avec les défis européens. Israël n'est pas un sujet lointain, mais un enjeu commun. Dès qu'on est dans la faiblesse, dès qu'on s'écarte du soutien de la défense d'Israël et de son existence, si on ne comprend pas dans quel moment nous sommes, si on ne comprend pas qu'Israël est en première ligne, et comme le dit en effet Aznar, si Israël tombe, nous tombons, si on ne comprend pas ça, on est complètement à côté de l'essentiel. Donc ce qui se joue est stratégique et vital. C'était Manuel Valls en direct de Tel Aviv. Un reportage signé Léa Anthony. Et pour finir, une interview exceptionnelle. On va s'intéresser à l'action tout aussi exceptionnelle de l'association Leochitiad, Tendre la main en hébreu, qui vient en aide aux enfants et aux jeunes Israéliens atteints de maladies graves. Cette semaine, elle a organisé un voyage pour eux dans les Alpes avec un nouveau membre actif qui vient de retrouver la liberté et qui s'est engagé pour apporter son aide justement et son courage. On a le plaisir d'interroger Youssef Rahim Ohana. Bonsoir et merci. Ex-otage du Hamas à Gaza pendant 3 ans. Vous avez été libéré il y a à peine 3 mois. Quelques mots sur votre présence donc en France cette semaine. Vous vous êtes engagé au sein de cette association. C'est un séjour important, on imagine, pour eux et pour vous. Cela fait déjà quelques jours que nous sommes ici en France. Et c'est un groupe vraiment extraordinaire de Leochitiad, avec beaucoup d'enfants qui sont venus seuls. Ils viennent de toutes sortes d'endroits en Israël, avec des moniteurs qui sont des grands frères et des grandes sœurs. C'est magique, et je vous dirai par la suite pourquoi je dis que c'est magique. Mais c'est extraordinaire ce qu'on fait ici pour les enfants. Alors, votre épreuve, à vous, votre épreuve, l'héroïsme dont vous avez fait preuve aussi, ça vous permet peut-être de transmettre cette résilience aux plus jeunes ? Alors, mon lien, ma connexion avec les enfants, à ce propos, j'aimerais vous raconter une anecdote. Une des choses qui m'a donné envie d'être ici, c'est vraiment, je tombe amoureux de tous les enfants qui sont ici. J'ai envie de passer tout mon temps avec eux. Et ce que j'ai vécu au cours des 2 dernières années, c'est de faire face à l'incertitude. Mais souvent, on pense qu'un jour, on va se marier, un jour, on va faire ci, on va faire ça. On a toujours l'esprit tourné vers le futur. Et moi, j'ai été dans une situation où je n'étais pas certain d'avoir un avenir. Et j'ai approché la vie sans bâtir cet avenir. Et les enfants qui font face à cette maladie difficile entrent dans une grande incertitude et ils doivent faire face à cette difficulté. Ils ne savent pas ce qui va se passer d'ici 1 an ou 2 ou à l'avenir. Et c'est là que j'ai eu ce lien. Ils me comprennent, je les comprends. Et vous devez comprendre. Et Yoni a dit, voilà, ils sont une inspiration, je suis une inspiration pour eux, mais aussi j'aimerais dire comme eux, ils m'inspirent. Ce sont des enfants relativement jeunes et de voir comment ils font face à cette incertitude.
les méthodes qu'ils ont. Il y a 3 mois seulement, j'étais à leur place et j'avais peur et j'étais dans cette période obscure. Et lorsque je leur parle, et on dit toujours nous. On dit toujours nous parce que on a le même point de vue et ils me donnent énormément de force. Et moi aussi, j'essaye de reprendre ma vie, de me reconstruire. J'ai vécu des choses difficiles, mais je peux vous dire que depuis que je suis avec ces enfants, l'énergie et la force qu'ils m'ont donnée, vraiment, ils m'ont rempli les batteries. Je suis tellement content d'être avec eux ici. Ce sont des enfants extraordinaires. Ils m'ont appris à être joyeux sans condition. Ils sont ici sans leur famille. Ils viennent d'endroits différents en Israël. Et il est tellement facile pour eux de recevoir cet amour et de le donner. Et bien sûr, il y a toute l'équipe qui est autour, qui est formidable. Ce sont des enfants qui sont une source d'inspiration pour moi et je pense pour tout le monde. Effectivement, un grand merci à Youssef Rahim Ohana et bravo également à lui ainsi qu'aux équipes de Léo Chitiad avec ce superbe décor des Alpes françaises. Vous l'aurez compris, interview qui a été réalisée en fin d'après-midi. Avant de refermer cette édition, une dernière information qui concerne l'Iran. D'après le New York Times, c'est Binyamin Netanyahu qui aurait demandé à Donald Trump de repousser donc une éventuelle frappe américaine. On savait que les préparatifs étaient en cours activement ces derniers jours. Et bien donc c'est le Premier ministre israélien qui aurait demandé un report d'une frappe militaire contre l'Iran. Donc temporisation du côté de Washington et de Jérusalem. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le débat. Ça se débat. Raphaël Hassine et ses 4 débatteurs et Meir Habib qui sera là évidemment pour revenir sur le verdict du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire David Guiraud. Très bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité et très bonne soirée sur ActuTV.